Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous sommes ici dans le salon du ministre, votre bureau est là, ici les jardins, l'Élysée est à peu près à 200 mètres. Voilà 6 mois que vous dirigez ce ministère, c'est un lieu très particulier où on apprend tout à chaque minute. Qu'est-ce qu'on apprend sur le cours des choses? On apprend beaucoup de choses, sur soi-même d'abord, parce qu'il faut être capable de mettre de la distance entre ce que j'appelle cette chronique assez banale de ces événements qui sont abominables et qui tombent sur mon écran de mon portable, jour et nuit. Il faut être capable de mettre de la distance et il faut être aussi capable de se battre. Je savais quand j'ai accepté cette responsabilité que ça ne serait pas facile, évidemment. Il fallait être un peu inconscient d'ailleurs, puisque sans majorité au Parlement, c'est compliqué. Mais je me bats, j'aime mon pays, je le fais pour cela et tant que je pourrai être utile à mon pays, je continuerai à faire mon devoir. Vous êtes engagé dans une série de combats sur les OQTF, sur l'immigration, le conflit avec l'Algérie, mais aussi, on en parlera, la lutte pour la présidence des Républicains. D'abord, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas appliquées, qui sont devenues en quelque sorte l'indice de la difficulté à agir, une très petite part exécutée. Est-ce que ça reste le symptôme de l'impuissance ? C'est un des symptômes de l'impuissance et un de mes objectifs, c'est de déverrouiller cette impuissance. Le problème de l'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, c'est que, au final, ça ne dépend pas de nous, ça dépend des pays d'origine. Il faut que ces pays d'origine jouent le jeu. C'est-à-dire que lorsqu'on veut renvoyer un individu au Maroc ou en Algérie, souvent il faut un laissez-passer consulaire, il faut donc un acte volontaire de pays d'origine. Il faut savoir que dans tous les pays d'Europe, c'est la France qui parvient à éloigner le plus. Mais je pense que, et j'ai pris un certain nombre de dispositions, par exemple sur le plan international, en signant des accords bilatéraux, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, parce que ça nous permet d'éloigner sans consentement des étrangers qui sont originaires de cette plaque asiatique. On essaie aussi de faire un travail énorme au niveau européen. Ça, c'était un de mes premiers objectifs, c'était de réviser la directive retour, que j'appelle la directive anti-retour. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle donne en réalité le choix de la décision aux clandestins. Et pourtant, chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, par exemple, l'Algérie, puisqu'évidemment c'est un pays principal en la matière, chaque jour l'Algérie refuse des gens. Chaque jour. Chaque jour, c'était hier encore. Et c'est la raison pour laquelle j'ai engagé aussi un bras de fer, notamment à la suite de l'attentat de Mulhouse. Mulhouse, c'est quoi? C'est un terroriste islamiste qui est d'origine algérienne, qui aurait dû être en Algérie, à 14 reprises. Nous l'avons présenté aux autorités algériennes pour qu'elles le réadmettent sur le sol algérien. On avait tous les documents, il n'y avait aucun souci. Et à 14 reprises, on nous l'a refusé. Et il y a eu cet attentat. Moi, je n'ai aucune obsession vis-à-vis ni du régime algérien, ni non plus du peuple algérien, qui est un grand peuple d'ailleurs. Je veux le dire. Simplement, je suis ministre de l'Intérieur. Et à ce titre, mon obsession, c'est de protéger les Français. Ce sont les proportions, pardon. Quand on regarde les proportions, première nationalité parmi les détenus étrangers, ils sont plus nombreux à eux seuls que l'ensemble des détenus issus de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Proportion parmi les détenus étrangers, 20% d'Algériens. Est-ce que ça montre qu'en réalité vous êtes bloqué, qu'il faudrait à la fin un accord global? Il faut un accord. Il faut d'abord respecter les accords actuels. Mais ils ne le sont pas. Vous avez cité des chiffres. Pour l'instant, c'est un vœu pieux. Ils ne le sont pas. Dans les centres de rétention administrative, c'est là qu'on retient pendant au plus 90 jours les étrangers qui doivent quitter le sol les plus dangereux. 43%, ce sont des ressortissants algériens. Il faut donc, et c'est là le bras de fer avec l'Algérie, c'est qu'ils puissent respecter l'accord de 94. Mais Bruno Retailleau, cet accord de 94. Il faut que, il y a 6 mois quand vous disiez il faut que, on disait ah bon, Bruno Retailleau a des idées. Maintenant vous dites il faut que, et vous voyez la faiblesse. Vos adversaires disent ah il en est encore à dire il faut que. Non. Première chose, avec le Maroc, je m'envole dans quelques heures pour le Maroc. On parle de Maroc. Oui, mais pour le Maroc. Depuis que le début de l'année, c'est pratiquement 100% en plus d'admission de ressortissants marocains. N'oubliez jamais que, précisément, Philippines, c'était un ressortissant marocain. Nous l'avions libéré trop tôt. Le Maroc avait joué le jeu. Mais on a des résultats, 100% de plus. Ça n'est pas rien. Avec l'Algérie, bien sûr que ça fait partie du bras de fer. Moi, j'ai assumé ce rapport de force avec l'Algérie. On a deux choses. Boualem Sansal, grand écrivain franco-algérien, retenu de façon injuste. Et surtout, il est malade.
il est âgé, il a 80 ans, et puis il y a les réadmissions. Eh bien, il y a eu un certain nombre de contacts, mais croyez-vous un seul instant, Darius Rochebin, que si je n'avais pas assumé ce rapport de force, cette question avec l'Algérie aurait franchi la surface médiatique. Est-ce à dire, pardon, que vous êtes complémentaires, méthode un peu plus douce, le président de la République, méthode plus dure, vous? En tout cas, on ne résout pas de crise quand on est trop gentil. Il faut assumer ce que j'ai assumé, c'est-à-dire un rapport de force. Parce que d'ailleurs, c'est aujourd'hui le rapport de force, malheureusement, mais le langage international entre les pays. Il faut donc assumer de poser un rapport de force, et ensuite il faut la diplomatie. Emmanuel un moment Macron ou un vous a autre. en partie démenti. En partie. Non, je pense que moi, le rapport de force est là. Il y a la diplomatie. Moi, je vais vous dire, je verrai ce qu'il en est. Je jugerai au résultat. Où les résultats sont positifs, Boualem, Sansal est libéré. Et il y a la réadmission de ces Algériens dangereux sur le sol algérien. Je le dirai, je m'en féliciterai. En revanche, s'il n'y a pas de résultat, je le dirai. Parler vrai, c'est ma marque de fabrique. Là, comme sur d'autres dossiers, je n'y renoncerai pas. Une affaire jette de l'huile sur le feu. C'est l'affaire de ces 3 hommes dont l'un travaille au consulat d'Algérie en France. Mis en examen pour arrestation, enlèvement. Il s'agit d'un opposant au régime que le régime algérien aurait tenté de frapper jusqu'ici en France. D'abord, est-ce que les faits sont confirmés? Le soupçon des faits est confirmé? Le soupçon est confirmé. Il y a bien eu un État vienne sur le sol français pour aller chercher un de ses opposants, c'est un comportement de voyou. Le lien avec le pays n'est pas avéré, c'est l'enquête. Et l'enquête est menée par le PNAT, le Parquet national antiterroriste. Donc c'est la justice qui va conduire cette enquête. Mais en tout cas, la séquestration, l'enlèvement est avéré, y compris par un individu qui travaille à Créteil, au consulat général d'Algérie. C'est très grave. Eh bien sûr que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Nous sommes un pays souverain et nous entendons que sur le sol français, eh bien, nos règles soient respectées. Voilà. Est-ce que ça correspond à d'autres agissements? Il y a des régimes comme ça, il y a des dictatures qui sont parfois très actives sur le sol français. Est-ce qu'il y a d'autres agissements similaires du régime algérien? En tout cas, en voilà un exemple qui, pour l'instant encore, n'est pas relié au régime algérien. Il y a des doutes. C'est le PNAT qui va le dire, mais il est clair qu'en France, aucun régime ne doit avoir des visées dangereuses, même quand elles visent, et surtout quand elles visent, le ressortissant. Et là, c'est un ressortissant, un opposant notoire au régime algérien. C'était le cas du militant influenceur, comme on dit, qui avait appelé à des violences Bien sûr, un opposant, cette fois-ci, qui était en Algérie. Et à chaque fois que cette affaire, vous vous souvenez de ces ressortissants algériens, de ces influenceurs, à chaque fois, j'ai tenu à saisir la justice. On a fait un certain nombre de déclarations. D'ailleurs, j'observe que depuis que je suis là, sur la plateforme Pharos, vous savez, qui est censée recenser un certain nombre de haine, par exemple, d'actes de haine en ligne, ça diminuait de 20%. Donc la stratégie que j'avais de frapper immédiatement et à chaque fois qu'il y avait un écart, a payé, puisque 20% en moins, c'est important. C'est un résultat, ça aussi. On disait beaucoup qu'il y avait quand même une forme d'importance du régime algérien par les renseignements qu'il donnait, notamment pour prévenir le terrorisme. Est-il vrai que les choses en sont envenimées à ce point que même ce canal est coupé? C'est-à-dire que le régime d'Alger ne donne plus d'informations sur les risques terroristes. Ce canal est coupé, pas depuis que je suis ici, il a été coupé bien avant. Le pic de la crise entre les deux pays, la France et l'Algérie, ça a été la reconnaissance du caractère souverain marocain du Sahara occidental. C'était juste avant les Jeux Olympiques. Donc l'idée selon laquelle quand même il faut rester en bon terme parce qu'il donne des renseignements est fausse? C'est faux. Bien sûr, c'est faux. Et l'idée, en tout cas, qu'on doive céder à chaque instant, encore une fois, encouragera le régime algérien à aller plus loin. Il y a une affaire quasi historique. Cette affaire algérienne est pleine de sens. Vous rappeliez que votre propre père, n'est-ce pas, avait combattu pendant la guerre d'Algérie. Est-ce que ça a fait écho en vous? Non, ce qui fait écho en moi, c'est un écho profond, c'est que mon grand-père a été blessé, il a reçu une balle allemande en 1914, qui lui a traversé la gorge. Il a survécu. Et mon père, qui est monté au feu, c'était en Algérie. Ce qui fait écho chez moi, c'est que j'ai toujours eu un sentiment de gratitude. J'ai toujours eu le sentiment, qui est à l'origine de mon engagement associatif et puis politique, d'avoir à rendre quelque chose que j'avais reçu de ces générations
qui sont allés parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, qui ont connu les champs de bataille. Nous bénéficions de la liberté, de la paix. Ça fait écho en moi. Mais pas du tout, comme vous semblez... non, je vous pose une question. C'est un événement important, une page importante. C'est une page importante, bien sûr. Mais vous voyez, je sais justement, comme d'autres, que les relations entre les deux pays, la France et l'Algérie, ont été orageuses, ont été souvent tumultueuses. Mais je reconnais à aucun pays, même quand les douleurs de l'histoire sont vives, le droit d'humilier la France. Et cependant, j'aime la France, il y a eu des crimes de guerre. La France soit respectée. Il y a eu des crimes de guerre algériens, ça ne fait aucun doute. Il y a eu aussi des crimes de guerre français. Est-ce qu'une part de vous comprend le fardeau inverse ? Les 130 ans d'occupation, les massacres sans nom du 19e siècle commis par la France, une guerre coloniale, il faut dire les mots comme ils sont, jusqu'en 1962. Est-ce que vous comprenez ces Algériens qui disent, au fond, la France a un peu vite oublié ? Non, je crois que la France n'a rien oublié. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je crois qu'il faut reconnaître ce passé, il faut reconnaître cette histoire. La France aussi a apporté pendant toutes ces années. Jusqu'aux excuses ? Non, mais il faut, jusqu'aux excuses, pourquoi pas, mais il faut voir la balance. Quand l'Algérie dit la balance d'excuses qui doit encore être faite. L'Algérie, oui, mais le problème, c'est que l'Algérie consiste, en tout cas, elle pense avoir un droit de tirage mémoriel perpétuel. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut que la France soit respectée. Bien sûr qu'on a ce passé qui ne passe pas, ce passé qui est extrêmement vif. Mais nous sommes dans le présent aujourd'hui. Et la France ne peut pas servir d'alibi au régime algérien pour d'autres choses. Voilà, il faut se respecter malgré cette histoire. Et cette histoire, vous savez, il faut toujours apporter des nuances. Elle n'est jamais dans un seul sens. Jamais. Ça, c'est pas la vraie vie. C'est beaucoup plus complexe que ça. Nous parlions tout à l'heure des OQTF, la difficulté d'application. Vos adversaires disent, on l'a dit, Bruno Retailleau, il parle bien, mais il est entravé. Exemple, alors, plus précis, le délit de séjour irrégulier. Ce point avait été jugé problématique lors de la loi immigration. Cette fois-ci, qu'est-ce qui peut changer ? Ce qui peut changer, ce qu'on est en train d'essayer de changer, c'est justement la directive retour. D'ailleurs, les téléspectateurs ne la connaissent pas, mais le nom même de la directive retour, c'est le retour. C'est elle qui organise le retour. Aujourd'hui, c'est impossible. Parce que, comme je le disais, elle donne le choix aux clandestins de rester dans un délai de départ volontaire ou de partir. Première chose. Ensuite, et ça a été un de mes premiers objectifs, et désormais, la Commission a mis sur la table, le 11 mars dernier, c'est tout frais, un nouveau texte. Ça sera un règlement retour, et ce règlement retour va prévoir la criminalisation, la pénalisation du séjour. Le séjour irrégulier devient un délit. Ce sera un délit. Je veux même aller plus loin. On va négocier maintenant le texte législatif de la Commission qui est sur la table. Je veux, par exemple, moi, qu'il y ait la possibilité de fouiller les téléphones, parce que les téléphones, c'est ce qui nous permet de voir d'où vient le ressortissant, le clandestin ou l'étranger en séjour irrégulier. Ça, c'est important. Il y a aussi un autre point. Je vous l'avais dit il y a 6 mois quand on avait fait une émission un peu similaire. Il y a une question de symbole. Enfin, un individu rentre dans votre maison par la fenêtre ou par la porte. Il y a un délit. Eh bien, les individus qui rentrent clandestinement en violant la frontière française, c'est un délit. Ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Il y a un certain nombre, je pense à l'extrême gauche et à des mouvements associatifs, qui voudraient les no borders, par exemple, pas de frontières. Ils voudraient accueillir toute la misère du monde. Ça n'est plus possible. Puisque vous parlez de symbole, votre concurrent à la tête des Républicains, Laurent Wauquiez, a fait cette proposition qui a suscité une grande controverse en lançant cette idée de centre de rétention très loin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les cas jugés dangereux. Est-ce que ça aurait précisément pour vous la force du symbole ? Non, ça n'a pas la force du symbole, parce que d'abord Saint-Pierre-et-Miquelon, souvenons-nous, c'est le premier département, le premier territoire français qui rallie le général de Gaulle, la France libre. Mais c'est la France, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce qui est important en matière de retour et en matière d'exécution des OQTF, ça n'est pas de les répartir sur le territoire français, même très très loin, même dans sous des climats un peu plus froids que le nôtre. Et lui vous dit, bien sûr, c'est ça la différence, c'est-à-dire c'est plus facile entre guillemets de dissuader via Saint-Pierre-et-Miquelon que dissuader certains centres en métropole. Il ne s'agit pas de répartir les problèmes, il faut régler les problèmes. Pour régler les problèmes précisément, il faut qu'on arrive à obtenir avec les pays sources, les pays d'origine, des laissez-passer consulaires, un certain nombre de choses. Il faut modifier la réglementation européenne, nous allons parvenir à le faire, et il faut aussi, dans les centres de rétention administrative, augmenter la durée. Aujourd'hui, la durée, c'est 90 jours. On a 90 jours pour essayer de négocier avec les pays étrangers pour pouvoir les rapatrier dans leur pays d'origine. C'est trop peu. Soyez précis, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, ça n'a pas de sens, d'après vous ?
je me suis exprimé. Votre avis? Mon avis, Clairement. je viens de vous le donner, mais vous voulez me faire dire que cette position... Vous êtes en concurrence avec lui, oui. Bien C'est sûr. pas Non, mais je justement, ne veux pas chercher bien loin. Écoutez, justement, Darius Rochebin, je me suis engagé, quand il y a cette compétition interne, quand je me suis déclaré candidat, à ne faire aucune petite phrase sur mon compte. Pourquoi le dit-il alors? Mais c'est parce que la parole est libre quand même. Oui, La parole tant mieux, est oui. libre, il est dans une compétition aussi interne. Voilà, il fait des propositions, j'ai réagi à cette proposition, je m'attache, moi, à régler les problèmes sur le fond. On a vu ce que Mme Mélanie a fait, par exemple, via l'Albanie. Oui, il y a un certain nombre de politiciens, femmes et hommes politiques de droite, c'est ce que fait Trump, qui considèrent qu'il faut des formes de lieux d'exception, tout en restant dans le droit. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché en Italie. Il y a plusieurs tribunaux qui ont condamné. Ça n'a pas marché aussi en Angleterre. Ils voulaient rapatrier, donc c'était au Rwanda, extraterritorialiser les demandes d'instruction, notamment pour le droit d'asile. Pareil pour le Danemark. Donc je viens de vous citer 3 cas qui ont été des impasses. Donc je pense qu'il faut ne pas partir dans la surenchère, mais il faut trouver des solutions. Chaque jour, vous savez, c'est difficile. Ça fait des années que on a cette situation, et moi j'en hérite. Et j'en hérite à un moment qui est compliqué sur le plan politique. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas de majorité au Parlement. Moi j'aurais aimé avoir une grande loi. Je pense par ailleurs que si demain on veut résoudre la question de l'immigration, là aussi nous en avions déjà discuté, il faudra un vrai référendum pour que le peuple français reprenne la main. Monsieur le ministre, là, en quelques jours, la droite, le camp nationaliste ont changé, sont en état de mutation complète. L'inéligibilité de Marine Le Pen. D'abord sur le principe. Vous avez été relativement prudent à ce sujet, aussi par votre fonction, mais le fait que une des principales favorites à la présidentielle soit dans cette situation, qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, ça fait écho à des souvenirs d'une élection présidentielle avec François Fillon. Simplement, quel lien faites-vous de l'un à l'autre ? Quel lien faites-vous de l'un à l'autre ? C'est un lien où il y a des décisions de justice, où il y a un certain nombre de procédures qui viennent percuter une élection démocratique, une élection présidentielle. Je ne porte aucun jugement de valeur. Simplement, dans le cas de Marine Le Pen, elle sera jugée en appel. Il y aura sa seconde chance 1 an avant la présidentielle. Et ça lève le doute. Et ça, c'est fondamental. Dès lors que la Cour d'appel de Paris inscrit dans son calendrier, avant l'été 2026, cette seconde chance, c'est-à-dire le procès en appel, je pense qu'elle pourra savoir ou non si elle peut concourir ou elle est coupable. Eh ben, elle est coupable et les élus ne sont pas en dessus des lois, ni en dessous d'ailleurs. Mais si elle est relaxée, alors elle aura 1 an, elle pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Vous avez eu des mots très durs sur ce que vous appelez les juges rouges ? Non, je n'ai pas utilisé le mot juge rouge. Quel est le mot que vous employez alors ? J'ai simplement indiqué que je ne trouvais pas normal qu'une minorité, parce que la très grande majorité des magistrats, du siège, du parquet, j'en rencontre régulièrement, sont impartiaux. La justice en France, elle est indépendante. La contrepartie de cette indépendance, c'est l'impartialité. C'est important parce que beaucoup de nos compatriotes ont des doutes. Or, quand je vois un syndicat, pour ne pas le nommer, le syndicat de la magistrature qui prend régulièrement des positions politiques, c'est contraire à la loi. La loi, elle est claire. Elle date, c'est une loi organique d'abord. C'est une loi organique, pas une loi ordinaire. Elle date de décembre 1958 et son article 10, l'article 10 sur le statut des magistrats, leur interdit justement les délibérations politiques. Pardon, vous faites allusion à ce communiqué que le syndicat de la magistrature avait donné en juin, disant, appelant, je cite, l'ensemble des magistrats ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Pour vous, ça entre sous le coup de la loi ? Écoutez, j'ai lu un dernier communiqué. Vous savez que on vient de voter, elle sera votée définitivement dans quelques jours, la loi narcotrafic, qui est une loi que j'ai impulsée quand j'étais président de mon groupe au Sénat. J'y tiens beaucoup et Dieu sait si le narcotrafic est en train de gangréner la France. Eh bien, au moment où elle a été votée, quelques heures après, il y a un communiqué de ce syndicat et ce communiqué indique qu'ils continueront à lutter contre les effets de cette loi. Parce qu'ils jugent que la loi est déséquilibrée. Est-ce leur rôle ? Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat de la magistrature ? Qu'il y ait des syndicats, bien entendu, qui luttent pour leur profession, qui luttent pour améliorer la justice. Mais vous n'avez pas répondu. Est-ce que là, par exemple, quand ils prennent ce genre de position, ils sortent de la loi ? Mais bien sûr, au moment, je vais vous dire, c'était en 2012,
où ce même syndicat avait appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Est-ce une délibération politique ou pas? Oui ou non? Non. Ils ne le font pas. Ils n'auraient pas dû le faire. Ils le font en tant que syndicat. De la même façon que les syndicats de journalistes, d'enseignants, de ce que vous voulez. Non, c'est différent. Parce qu'un syndicat d'enseignants ou un syndicat de journalistes ne juge pas. Vous vous rendez compte, quand vous avez entre vos mains une réputation, quand vous pouvez condamner des gens à la prison, à des fortes amendes, vous avez un pouvoir qui est énorme. Ce pouvoir nécessite des équilibres. C'est tout l'aspect de la démocratie. C'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, ça veut dire qu'il faut faire attention. Ça veut dire qu'il faudra le juge ne doit pas limiter le droit syndical des magistrats, selon vous? Mais moi, je pense qu'il faut simplement faire respecter la loi. Il y a une loi organique. On ne va pas revoter un texte. Il y a une loi, elle est claire. Elle interdit la délibération politique pour s'assurer que, justement, l'autorité judiciaire n'empiète pas sur les autres pouvoirs, notamment sur le pouvoir politique. Bruno Retailleau, on verra le procès d'appel peut-être à l'été 2026. Quoi qu'il en soit, le RN, pendant des décennies, a réussi à attirer une partie de vos électeurs. Électeurs, disons, de la droite classique. Est-ce qu'il serait plus fort ou plus faible sans Marine Le Pen? Ça, je ne peux pas vous dire. En tout cas, moi, mon projet, moi, puisque je suis candidat à l'élection interne des LR, c'est de fonder demain un parti moderne, parce que la France d'aujourd'hui, c'est pas la France d'hier. Un parti patriote, parce que pour moi, ça signifie quelque chose, aimer la France, et un parti populaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je veux faire revenir chez nous des gens qui nous ont quittés. Ils nous ont quittés parce qu'on les a déçus. Beaucoup au RN. Beaucoup sont au RN. Ils ont voté Emmanuel Macron et ils sont partis aussi dans l'abstention. C'est le premier parti. Les abstentionnistes, c'est le grand parti de France, malheureusement. Bien moi, mon objectif, c'est justement d'avoir une ligne qui soit une ligne sans concession, où on assume ce que l'on est, voilà, où on ne cède pas, par exemple, à bien-pensance, voilà, au terrorisme intellectuel. Et ça, je pense que ça peut les faire revenir, parce que ce sont les raisons pour lesquelles ils nous ont quittés. Mais Bruno Retailleau, alors, Emmanuel Macron ne sera pas là aux prochaines échéances, mais Marine Le Pen pourrait l'être, ou aurait pu l'être. Le fait qu'elle parte, est-ce que c'est une aubaine politique pour vous, si c'est le cas? Moi, je pense qu'il ne faut jamais juger par rapport aux autres. Simplement, on est fort par soi-même. On est fort par les valeurs qu'on porte, par les propositions qu'on va faire. Et moi, ce que je veux faire, c'est que notre parti puisse travailler, se retrousser les manches et qu'on puisse proposer des idées nouvelles. Un projet de société qui puisse séduire des Français, beaucoup de Français, au-delà même de ce que nous sommes nous. Ce que je fais ici, je me souviens très bien, quand j'entre dans la cour de Beauvau, je me suis dit, la galère... Pas de majorité à l'Assemblée nationale, il faut vraiment que je m'appuie sur les Français, sur l'opinion publique. Et je me suis souvenu de la phrase du général de Gaulle qui disait « il faut faire la politique de la majorité nationale ». Eh bien, si demain, notre parti, notre mouvement est capable de proposer cette politique de la majorité nationale, on va regrouper autour de nous, bien au-delà de nous. C'est ça l'objectif de la politique. Quelle différence avec ceux qui tiennent pour l'instant cet électorat? Jordan Bardella, il est là. Marine Le Pen, jusqu'à preuve du contraire, elle est là. Marion Maréchal et quelques autres. Quelle différence, au fond, vous avez avec eux et elles? On a pas mal de différences. Donnez-moi un exemple, la différence, vraiment probant, vraiment caractéristique. Sur l'économie, ils sont plus proches du socialisme que de la droite. Or, une partie d'entre eux. Attendez, je vais vous donner vous me dites un exemple très précis. Je fais voter au Sénat la contrepartie de 15-17 heures, notamment pour le RSA. Parce que j'estime qu'une allocation sociale, c'est pas indu. Et que si on veut mettre les pieds à l'étrier des gens qui sont loin de l'emploi, autant justement qu'ils aient une activité. Alors, admettons, est-ce que ça veut dire que vous êtes le RN en plus libéral? Est-ce que ça veut dire que vous êtes le RN en plus libéral? Elle a fait voter contre. Marine Le Pen a voté contre. Et pour la réforme des retraites, c'est la même chose. Alors moi, j'assume, je sais que ça n'a pas toujours été populaire, mais je l'ai dit, la réforme des retraites, de toute façon, si on ne travaille pas un peu plus longtemps, il n'y aura plus de régime par répartition. Et ce seront nos aînés qu'on appauvrira parce que les pensions diminueront. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence. Moi, je ne suis pas dans l'IACA Faucon, vous voyez, parce que la réalité, elle est compliquée. Il faut trouver des bonnes solutions. Moi, je me heurte à la réalité. Je ne parle pas comme un tract. Voilà, donc on peut avoir sur un certain nombre de choix, notamment en termes d'autorité, de sécurité, des convergences. Mais c'est très différent parce que je ne suis pas fondamentalement quelqu'un de démagogique. Je ne vais pas dans le sens du vent systématiquement, mais dans le sens de mes convictions. Le RN a beaucoup compté dans la mécanique électorale. Si on remonte dans le temps, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, avant encore François Mitterrand, à chaque fois, très souvent, ont gagné des élections contre le RN, en s'appuyant sur le fait qu'il fallait faire barrage au RN. Oui. Est-ce que cette mécanique, d'après vous, est terminée? Cette mécanique, elle est destructrice.
elle est destructrice parce que d'élection en élection, on a dit aux Français, faites barrage à. Et du coup, ils ont voté d'un point de vue négatif pour faire en sorte d'éliminer un acteur sans choisir un vrai projet. Et là encore, ça a enfermé les partis de gouvernement dans une forme de paresse intellectuelle. On se disait, il suffit de brandir le barrage au Rassemblement national, hier, au Front National, pour faire un programme. Ben non, c'est pas ça du tout un programme. Un programme, c'est fait pour redresser la France, pour que la France demain aille mieux, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Un test qui sera très important sur ces sujets-là. Qu'est-ce que la droite? C'est ce que vous prenez sur la naturalisation. Quand vous dites durcir les conditions, rétablir la notion d'assimilation, qu'est-ce qui changera vraiment en profondeur? Ce qui change en profondeur, vous parlez de la naturalisation ou de la naturalisation. Je vais faire prochainement une circulaire. La naturalisation, c'est un acte grave. C'est pas accorder à un étranger un droit de séjour de 3 mois. C'est accueillir dans la communauté nationale un étranger qui n'est plus étranger, qui devient français. Donc pour moi, l'assimilation, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, le mot assimilation, il est encore utilisé par le Code civil. Bien, l'article 24 du Code civil. Ça veut dire qu'il faut aimer la France. La France, la fraternité française, vous voyez, elle se donne à ceux et celles qui aiment la France, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion. C'est ça notre modèle républicain. Eh bien, j'entends qu'il soit respecté. Qu'est-ce que ça signifie? 2 choses très concrètes. La première, c'est bien parler français. Donc, l'examen de français va être plus exigeant. Ça signifie aussi répondre à des questions civiques pour connaître notre histoire. On ne devient pas français par hasard. Et quand on est naturalisé, c'est une faveur que la communauté nationale, que l'État souverain donne à un étranger. Et pour cela, ça se mérite. Être français, vous voyez, ça se mérite. Et là, je pense qu'il y aura des procédures plus lourdes de naturalisation, comme ça se fait dans certains pays. Exactement, plus exigeantes sur la langue, parce que la langue est une des premières façons de montrer son assimilation, mais aussi sur la connaissance de l'environnement civique, de l'environnement historique. Ce sera encore plus exigeant. Est-ce que pour vous, le débat sur le droit du sang et du sol est ouvert dans cette perspective? Je rappelle, 91, c'est Giscard qui avait demandé la fin du droit du sol. À l'époque déjà, il y avait ce débat très vif. Chirac, qui a varié un peu, c'est pas le seul sujet sur lequel il est varié. Il a varié là-dessus, disait pourquoi pas, il l'a prouvé. Quel est votre avis? Première chose, vient d'être voté un texte important que j'ai poussé sur Mayotte, pour restreindre le droit du sol à Mayotte. Et moi je pense qu'il faudra faire en sorte que le droit du sol ne soit plus automatique ici sur la métropole. J'avais fait voter d'ailleurs au Sénat, dans la loi immigration, mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, un dispositif qui était le dispositif de Charles Pasqua. C'est-à-dire qu'un jeune né de parents étrangers ne devienne pas automatiquement français à sa majorité, mais qu'il y ait une déclaration, que ce soit un acte volontaire. Ça, c'est important. On ne doit pas être, encore une fois, français par le hasard d'une naissance. Mais ça n'est pas encore le changement. On n'est pas encore là au droit du sang. C'est-à-dire, c'est quand même a priori, ce serait automatique. Non, ça ne serait pas automatique. Il faudrait une déclaration. Et ce que l'on a fait à Mayotte, c'est beaucoup plus dur, puisque ça exige des parents d'être depuis 1 an en situation régulière, etc. C'est la différence. Est-ce que le modèle de Mayotte peut être étendu à l'ensemble de la métropole? On peut l'étendre, mais moi, ce que je pense... Et ça veut dire qu'on peut l'étendre? Vous y êtes favorable ou non? Moi, j'y suis plutôt favorable, mais je pense que ce qu'il faudrait comme première étape, et je pense que cette étape-là permettrait de rassembler un grand nombre d'ailleurs de parlementaires et de Français, c'est de dire, voilà, on reprend ce dispositif de Charles Pasqua, désormais, l'acquisition de la naturalité française, de la naturalisation française, se fera, de la nationalité française, se fera, là encore, par un acte volontaire. Et est-ce que ça correspond à l'époque? Quand on relit les archives, c'est assez saisissant en 91. Giscard dit, au fond, la tradition française était noble, mais elle reposait sur une autre époque, l'époque où la France surtout voulait beaucoup de jeunes soldats, c'était quand même l'idée en arrière-plan. C'est ça, c'est 89, c'est 1889, voilà. C'était pour la conscription. Et où il n'y avait pas la même circulation des migrants dans le monde entier. Est-ce que de fait, pour vous, le droit, le nouveau droit, qui serait le droit du sang, correspondrait plus à l'époque? Je le pense, et c'est pour ça que je suis favorable à resserrer le droit du sol. Aujourd'hui, si vous êtes président des Républicains, vous serez beaucoup engagé dans un certain nombre de sujets de politique étrangère, qui ont beaucoup d'écho d'ailleurs avec la politique intérieure. J'aimerais votre avis là-dessus. Par exemple, les déclarations d'Emmanuel Macron cette semaine, qui a fait un pas très important en direction de la reconnaissance d'un État de Palestine. Il dit on doit aller vers une reconnaissance, et donc dans les prochains mois, on ira. Est-ce que vous partagez cet avis? J'ai toujours été favorable, et c'est la ligne diplomatique française,
à la solution de 2 États. Un État palestinien et un État israélien. Après, tout est une question de calendrier. Moi, je pense que pour qu'existe un État palestinien, il faudrait des conditions. La libération des otages. Personne ne pense, et ne pense pas non plus le président de la République, qu'on puisse créer un État alors que les otages ne seraient pas libérés. Deuxième chose, que le Hamas et d'autres reconnaissent de fait et de droit Israël. N'ait pas envie d'éradiquer de la mer au Jourdain l'État d'Israël. Dire ça équivaut à dire jamais. Non, le Hamas est là, mais attendez. il est extrémiste. Ah bah, non, mais il faut aussi que le Hamas sorte du terrorisme. Donc ces conditions, elles me paraissent essentielles. Elles me paraissent essentielles. Mais Bruno Retailleau, les conditions... le président de la République lui-même dit oui à un État palestinien sans le Hamas. Mais là, c'est la poule et l'œuf, on n'en sort plus. En réalité, si on veut donner un espoir aux Palestiniens, ceux qui sont pour la reconnaissance de l'État disent il faut y aller, tôt ou tard. Non, on ne peut pas y aller sans que les conditions soient réunies. J'ai exprimé ces conditions, la libération des otages, le terrorisme, le fait de reconnaître aussi Israël. Si ces conditions ne sont pas réunies, je pense que cette création entraînerait beaucoup plus de désordre que de pacification. En clair, le président de la République, dans cet entretien, je crois que c'était à France 5, on avait parlé notamment déjà de juin, ce serait prématuré selon vous? Ça m'étonnerait qu'en juin, toutes les conditions que je vous ai données soient réunies. Si elles le sont, très bien. S'ils le sont, pourquoi pas? On peut déjà le dire. Le Hamas ne va pas avoir la révélation. On est au mois d'avril. Au mois de juin. On est au mois d'avril. Voilà. Ça veut dire quoi? Pour vous, c'est dangereux, c'est-à-dire c'est une voie dangereuse si... il faut dire, sur notre même antenne, en Europe, les Européens sont divisés. Les Espagnols disent oui, il faut le faire, ils l'ont fait. Les Italiens disent ça n'a aucun effet, zéro, autrement négatif. Voilà, il y a deux avis. Bien sûr, l'Europe est très divisée. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aboutir à 2 États, mais le calendrier, on n'est pas quelques mois près, franchement. Il faut que les conditions soient remplies, parce que s'il n'y a pas ces garanties, il y aura la guerre. Et on retombera justement dans la violence. Et ça, je ne le veux pas. Les Israéliens disent souvent à la France, ils l'ont dit aussi sur notre antenne, nous sommes dans le même bateau. Au fond, face au danger islamiste extrême, nous sommes dans le même bateau. Alors, il y a tous les avis là-dessus. Ceux qui disent c'est de la propagande un peu lourde, jusqu'à ceux qui disent c'est vrai, il faut choisir nos ennemis. Nous sommes dans le même bateau qu'Israël. Quel est votre avis? Mon avis est assez simple. Le Hamas n'a pas défendu et ne défend pas la cause palestinienne. Il a islamisé la cause palestinienne. Et en l'islamisant, il l'a défigurée. Je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs que le Hamas, lorsqu'il a pris le pouvoir, ça a été terrible. Des homosexuels ont été défenestrés, des opposants ont été tués. Ça a été, sur le plan social, une catastrophe. Donc, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Et c'est un agent de propagande terroriste de l'islamisme, bien entendu. Ça n'empêche pas qu'il faut que Israël retienne aussi ses coups, parce qu'il y a une population civile. Une population civile qui a été, elle aussi, instrumentalisée par le Hamas. Les échos entre le djihadisme là-bas et ici, on en a eu un exemple avec ce qui se passe en Syrie. Le Djoulani et son mouvement HTC qui succède, il est vrai, aux atrocités de Bachar el-Assad. Mais on rappelle même, par exemple, que l'assassin de Samuel Paty était en lien très direct avec le mouvement qui maintenant dirige la Syrie. Est-ce qu'on est trop naïf ? Vous savez, quand on est ministre de l'Intérieur, on apprend que la naïveté est sans doute un sentiment très répandu. Bien sûr qu'il ne faut pas être naïf. Nous ne le sommes pas en France. Vous savez que depuis le premier... des liens forts avec ce nouveau régime. C'est normal. C'est normal. La menace, elle ne vient pas de là prioritairement. La menace terroriste, elle existe. Je veux simplement dire que depuis 2012, c'était les attentats de Toulouse. Il y a eu 50 attentats qui ont été mortels, qui ont blessé, etc. Mais il y a eu 86 attentats qui ont été déjoués. Depuis que je suis ici, 6 attentats ont été déjoués. 2, malheureusement, un notamment à mort, Mulhouse, j'en parlais tout à l'heure, et puis aussi à Apt. Mais il y a 2 menaces. Il faut bien les séparer. Vous me parlez d'une menace exogène, qui vient de l'extérieur. Cette menace-là, elle vient de l'État islamique, notamment au Khorasan, c'est vraiment aux confins de l'Afghanistan, du Pakistan. C'est vraiment un point qui est très important du Caucase. Voilà, ça c'est une première menace exogène. Elle peut venir en Syrie, pour l'instant on ne le constate pas, mais on est très 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 vigilant. En revanche, ce qui est la menace principale aujourd'hui, c'est la menace endogène, celle qui vient de chez nous, de jeunes. Depuis 2023, ceux qui ont participé ou qui ont voulu faire des attentats, la moyenne
c'était 21 ans. 70% avaient 21 ans et moins. Vous vous rendez compte? Donc ils se radicalisent sur Internet et ils essaient de porter des coups justement en France. Est-ce que vous craignez d'ailleurs un certain nombre de revenants, de nouveaux revenants avec les événements du Proche-Orient? Bien sûr, vous avez à peu près un peu plus de 300 Français. Certains sont libres. Ils ont combattu auprès du nouveau régime, notamment syrien. Ils sont situés autour, enfin plutôt dans la branche nord-ouest de la Syrie. Et puis, il y a ceux qui sont très dangereux. Ils sont un peu plus de 130. Ils sont dans des camps. Ils sont enfermés dans des camps gardés par des Kurdes, de l'autre côté, c'est-à-dire au nord-est de la Syrie. Et ceux-là peuvent arriver en France demain? Pour l'instant, non. On a eu très peur. Parce que ce que nous craignons, c'est que la Turquie bombarde, puisque la Turquie est opposée aux Kurdes, les Kurdes gardent ces camps, c'est des camps qui sont des camps prison, et il n'y aurait eu rien de pire si la Turquie avait fait bombarder les camps et que ces individus seraient partis dans la nature. Là, oui, nos services étaient en alerte et nous étions prêts justement à les récupérer s'il le fallait. Quels sont les risques qui existent aujourd'hui? Il y a eu Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard, il y a tant d'autres cas. On apprenait récemment, encore cette semaine, des menaces qui existaient contre Serge Klarsfeld, qui a tant fait pour la mémoire et la justice concernant les déportations ici, qui aussi faisait l'objet de menaces. Où en est ce danger en France aujourd'hui? Je l'ai dit, ce danger, il existe et il est plus fort que jamais. 6 attentats déjoués depuis 6 mois, vous vous rendez compte? C'est 1 par mois. Nos services sont extrêmement pointus. Je veux les féliciter parce qu'on a des résultats, mais je ne peux pas dire que demain, il n'y aura pas un nouvel attentat. C'est très très difficile et c'est d'autant plus difficile que lorsque vous avez des individus qui, en plus, ont des visées terroristes, mais qui peuvent être parfois aussi avoir des profils psychiatriques, comme l'individu, comme l'Algérien, le ressortissant algérien à Mulhouse qui tue un ressortissant portugais. Ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont très peu d'interactions sociales, donc ils sont difficiles à repérer, et ils passent à l'acte brutalement, sans aucune préparation. C'est de cela dont on se méfie énormément, mais on a une nouvelle organisation, on a des armes, on a un arsenal qu'on utilise vraiment à fond avec des succès. Mais regardez, l'Allemagne a été touchée, l'Autriche a été touchée, les États-Unis ont été touchés aussi par des attentats. Vous êtes un personnage central, un de ceux, vous n'êtes pas le seul, mais enfin un de ceux dans cette recomposition qui fait qu'une partie de l'électorat qui avait été réduite à très peu de choses depuis 2017, les LR, pourrait renaître. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Il y a eu le RPR, l'UMP. Est-ce que ces 20%, c'était 20% encore à l'époque de François Fillon, où sont-ils? Est-ce que c'est récupérable? Bien sûr, ils sont partis parce qu'on les a déçus. Parce qu'on a été parfois une droite honteuse, on a beaucoup promis et on a trop peu fait. Mais il y a un espoir, je le vois bien depuis que je suis ici, il y a un vent, un élan, une espérance qui s'est levée. Je le vois quand je me déplace très fréquemment, je m'en suis senti comptable, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'engager dans cette compétition interne. On ne l'a pas vu aux dernières élections encore. Oui, mais regardez, la demi-douzaine d'élections partielles, législatives ou même municipales, quel est le parti qui a le plus progressé? Regardez la dernière élection d'il y a quelques jours, Marie-Christine Dalloz dans le Jura. Elle fait 10 points de mieux qu'il y a quelques mois et le Rassemblement national fait 10 points de moins. Elle a été élue. Christelle Niasme, là encore dans le Val-de-Marne, dans une élection municipale. Elle a gagné contre Louis Boyard, les Insoumis. C'était une ville qui était très ancrée à gauche jadis. Donc, vous voyez qu'on sent parfaitement que quelque chose est en train de se réveiller. Et les Français ont en quelque sorte ratifié le choix collectif que nous avons fait d'entrer dans un gouvernement, même si c'est difficile, pour faire barrage à la gauche. Si on a fait ce choix, c'était d'abord pour faire barrage à la gauche, parce que si la droite française avait claqué la porte au nez du président de la République, il n'y aurait pas eu d'autre choix que de nommer la gauche mélenchonisée à l'époque. Aussi et surtout fait barrage au RN à l'époque. C'était le Front républicain. Non, mais ça, c'était les législatives. Oui. Je vous parle de la formation du gouvernement. C'était ou bien la gauche mélenchonisée, ou bien comment dirais-je, ce gouvernement de mission où nous sommes. Voilà. Et c'est pas facile. Aujourd'hui, mais on évite à la France le chaos. Une incarnation de la droite, cette nouvelle droite qui se veut conquérante en Europe, on ne parle pas là que de la France, c'est le vice-président Vance qui arrive ici en Europe, qui dit il faut une Europe des nations, une Europe conservatrice, une Europe chrétienne, c'est les mots qu'il utilise. Il invoque Jean-Paul II, il invoque même Solzhenitsyn. Est-ce qu'une part de vous entend ça? Moi, je suis français, vous voyez. Je ne suis pas gallo-ricain et je ne suis pas américain. Et je pense que M. Vance, qui est le vice-président de M. Trump, je pense que le succès, la victoire populaire d'ailleurs, de Donald Trump, et sa politique, c'est une mauvaise réponse à des bonnes questions.
Mauvaise réponse à des bonnes questions. Ce que je veux dire, c'est que partout en Europe, les peuples sont travaillés par des questions existentielles. Est-ce que demain, on existera encore comme peuple ? Ils veulent la continuité historique. Ils veulent un cadre culturel, un cadre de civilisation qui leur assure une forme de permanence. Ça, ils y sont attachés. Parce que c'est la France, parce que c'est l'Europe. Voilà. Et ça me parle. Et je pense que la politique, les hommes et les femmes politiques, et notamment la droite, doit porter pas seulement des préoccupations matérielles, bien sûr le pouvoir d'achat, bien sûr cette idée qu'on débloque la société française, qui est à nouveau un ascenseur social, mais aussi il faut être attentif à des préoccupations qui sont immatérielles. L'immatériel, c'est l'imaginaire des gens, c'est des valeurs, c'est une culture, une civilisation, et ça oui, pour moi c'est quelque chose de fondamental. C'est la France, c'est un héritage à accepter, mais c'est aussi un héritage à prolonger, c'est une œuvre de l'esprit. Vous êtes catholique conservateur, voilà, quand les Italiens disent, parce que l'Italiani, le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi vous dites que je suis catholique conservateur? C'est ni une tare, on parle de certaines idées de droite, ou considérées comme de droite. Voilà. Oui. Dans cette mouvance-là, certains disent, il faut même écrire dans les textes qu'il y a une tradition chrétienne de ces nations. Est-ce que vous le pensez? Mais j'avais toujours été favorable, moi, au moment où il avait été discuté de ces questions-là au niveau européen. Jacques Chirac était contre. J'ai toujours pensé qu'il fallait que l'Europe s'inscrive dans un cadre de civilisation. Vous le pensez encore? Et bien sûr, et que ses racines judéo-chrétiennes, pardonnez-moi, mais l'Europe, comme la France, c'est à la fois Athènes, c'est Rome, et c'est Jérusalem. Si demain vous étiez président des Républicains ou président de la République, est-ce que ça veut dire que dans les textes même de la France, ce serait bon qu'il y ait cette référence à la tradition judéo-chrétienne? Je pense en tout cas que pour l'Europe, ce serait bon, parce que ce que j'ai vu... Pour la France, je vous pose la question pour la France. Pour la France, il n'y a pas de... Enfin, bien sûr, si ce n'est que on a un modèle, on a une constitution qui proclame qu'on est une république indivisible, etc., laïque. Et ça, c'est notre modèle républicain. Je pense que ça se pose beaucoup plus pour l'Europe. Pourquoi? Parce que quand l'Europe, par exemple, subventionnait des campagnes de propagande en disant la liberté dans le hijab, quand l'Europe subventionnait, par exemple, des universités liées aux frères musulmans, à Gaziantep, université du sud de la Turquie, je pense que de ce côté-là, l'Europe devrait se souvenir beaucoup plus de quelle civilisation elle est issue. Est-ce qu'on a sous-estimé le fait religieux? On parle de Vance, il prie. Trump prie. Je ne sais pas à quel point il est pieux, ça appartient au secret de son âme, mais on voit sa porte-parole qui invoque Jésus avant les conférences de presse. Ici en France, vous avez vu ces chiffres sur les jeunes sur le catholiques. Dollar, vous pourriez ajouter sur le dollar. Mais ici en France, les jeunes catholiques qui remettent en valeur le carême, les jeunes musulmans qui se font grande gloire du ramadan, ça se voit sur Instagram. De tous côtés, la religion revient. Est-ce qu'on l'a sous-estimé? On l'a peut-être sous-estimé et je pense que le matérialisme, le consumérisme ne peuvent pas remplir des cœurs ou des esprits. Simplement, je mets une limite. Et cette limite, pour moi, c'est une muraille de Chine. Je suis français, républicain. Je suis ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes. Bien, j'entends que le modèle français persiste. Le modèle français laisse pour la partie privée la religion. C'est fondamental. Ce n'est pas le modèle communautarisme. On sait, et on a payé d'ailleurs en France avec les guerres de religion, on sait que ce n'est pas la religion qui suscite la concorde civile. Donc aujourd'hui, puisque certains peuvent être catholiques, d'autres protestants, chrétiens, bouddhistes, musulmans, juifs ou autres, eh bien très bien, ça c'est l'espace privé. Dans l'espace public, on est tous républicains, et la République française, précisément, c'est une sorte d'indifférence aux différences. Cette différence, elle restera. Ça veut dire que, par exemple, contrairement à Mme Mélanie qui communie en public, même escalité, vous ne pourriez pas communier. Non. Oui. Je ne le fais. Non. Président de la République, vous n'iriez pas, vous ne communieriez pas. Ministre, j'étais aux cérémonies officielles, par exemple, de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame. C'était un grand événement. J'étais très heureux d'y être, mais je n'ai pas communié. Je n'ai pas communié parce que j'entends qu'il y ait cette limite, cette séparation. La laïcité en France, qui nous constitue comme notre identité, une de nos identités, en tout cas pas seulement, eh bien, c'est cette séparation. C'est une loi de séparation, tout comme la démocratie est la loi de séparation, séparation des pouvoirs, séparation entre l'espace public et l'espace privé. Voilà, c'est la France, c'est celle que j'aime. Bruno Retailleau, cet avenir que vous souhaitez s'écrira pas tout seul. Dans cette mouvance, Laurent Wauquiez, on peut aller chercher à Édouard Philippe, Gérald Darmanin, d'autres disent David Lisnard, j'oublie sans doute quelques noms. Est-ce que tôt ou tard, il faudra des primaires pour départager tous ces gens? Très franchement, je ne suis pas favorable aux primaires.
Je le dis chaque soir ou à chaque fois que j'ai des réunions publiques avec nos militants, nos sympathisants. Croyez-moi, ils n'en veulent plus. Ils sont traumatisés. Simplement. Donc il faut laisser aller la compétition, que le meilleur gagne. Non, non. Ce que je ne veux pas dans notre famille politique, déjà, c'est que ce soit des chapeaux à plumes. Ils disent la candidate ou le candidat pour 2027. Ça sera le choix de nos adhérents. Voilà. Et moi, ce que j'espère... Les adhérents, il faut bien qu'ils votent à un moment donné. Donc ça revient à ça. Ah non, la primaire ouverte, c'est autre chose. La primaire ouverte, c'est que vous organisez dans le socle commun une primaire. Voilà. Non. C'est pas ce que je propose. En clair, est-ce que ça veut dire que le président du parti aura une option pour être candidat à la présidence de la République? Colline après colline, c'est une expression vendéenne. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. C'est une très jolie citation, mais vous n'avez pas répondu quand même. Je vous réponds. L'obsession présidentielle a fait beaucoup de mal et même a beaucoup abîmé la droite française. Pourquoi? Parce que aussitôt que nous avions un président du parti, un chef, on se rangeait derrière le chef et on ne travaillait pas. Moi, je pense qu'il faut inverser les choses. Je pense qu'il va falloir, bien entendu, qu'on ait une incarnation, qu'il y ait un président de LR. Mais je pense que... Vous fuyez la question. Il y a eu des grandes et belles batailles. Chirac-Giscard, Chirac-Sarkozy. Mais à l'époque... Et à la fin, il y a un gagnant, un perdant. Voilà, c'est le jeu. Pourquoi fuir la question? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Si Nicolas Sarkozy, par exemple, gagne en 2007... Il a poignardé Chirac. Il y a eu un énorme travail de fond. Ah ben ça n'empêche pas de travailler, ça. J'espère bien que vous travaillez. On ne l'a pas fait, ce travail. On ne le fait pas. On aura quelques mois pour le faire. J'entends, moi, qu'on imagine des nouvelles propositions pour la France. Trop souvent, la droite radote avec des vieilles solutions. Bien sûr, mais est-ce que ça ne va pas finir par paraître hypocrite de dire « mais moi, je ne pense pas à la présidentielle ». Vous savez très bien, il y a pas... Mais je ne suis pas hypocrite. Martien, personne ne peut penser ça. Darius Rochemin, je vous regarde les yeux dans les yeux. Je ne suis pas hypocrite quand je vous dis que combat après combat, en tout cas, je suis engagé dans ce combat-là et c'est trop prématuré. Vous savez, si on n'a pas un projet à proposer aux Français, 2027, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous souhaitez rester le plus tard possible dans cette salle des portraits, là, il y a Richelieu qui est là, je ne sais pas si vous vous rappelez, Saint-Maxime, qui quitte la partie La Paire. Est-ce que c'est logique pour vous de rester le plus longtemps possible dans ce gouvernement? Richelieu, il a passé quelques années en Vendée. Il était l'évêque du diocèse de Luçon. Et donc, ça me parle. Non, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Moi, je me bats pour mon pays. Je me bats pour mes convictions. Tant que je serai utile à mon pays, bien sûr, je resterai. Je ferai mon devoir. Je le ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui vous ferait partir? Qu'est-ce qui vous ferait partir? Ce qui me ferait partir, c'est quelque chose de contraire à mes convictions endossées par le gouvernement, mais surtout de contraire à l'intérêt national, à l'intérêt supérieur de notre nation. Ça, oui, ça pourrait me faire partir. Mais je ne vis pas avec cette obsession d'une démission. Je vois que M. Tebboune demande ma démission, que le RN demande ma démission. C'est de la grande mode de demander ma démission. Donc, quand je regarde celles et ceux qui demandent ma démission, vous voyez, je suis un peu méfiant. Simplement, j'ai des convictions. Vous y avez gagné, objectivement, en termes, pardon, de terre à terre, mais le fait d'entrer dans un gouvernement, longtemps les LR ont eu des pudeurs de chat. Ils ne voulaient pas se mouiller. Ah, vous êtes entré, vous y avez gagné pour l'instant. Est-ce que vous croyez que lorsque je suis rentré au gouvernement, je n'avais pas des doutes? Pensez-vous que prendre des responsabilités gouvernementales, c'était pas prendre des risques dans les conditions politiques que je vous ai déjà gagné une stature de présidentiable. Franchement, il y a 6 mois, qui parlait de Bruno Retailleau présidentiable? On était dans un autre monde. Mais moi, j'ai pas le sentiment d'avoir changé. J'ai pas le sentiment d'avoir du tout changé. Je suis dans un ministère, j'essaie de faire de mon mieux. Je veux dire aux Français que c'est compliqué, c'est difficile. Simplement, je donne le meilleur de moi-même et je suis heureux d'être ici parce que je sers la France. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est que dans ce ministère, il y a une part ténébreuse, les vilaines affaires, les crimes, etc. Et une part lumineuse, c'est les hommes et les femmes qui servent à mes côtés, préfets, policiers, gendarmes, etc., sapeurs-pompiers. J'étais, il y a quelques jours, j'étais à Lannemezan, à la CRS Pyrénées. C'était l'hommage national à un CRS qui a trouvé la mort en voulant sauver des vies. Vous voyez, ces hommes et ces femmes, au quotidien, ils servent la France. Ils ont cet idéal français, comme moi. Moi, ça me donne du sens et surtout, plutôt que le chacun pour soi, ils portent l'étendard du don de soi. C'est important. Un ancien Premier ministre sur notre plateau, Jean-Pierre Raffarin, disait un ticket Édouard Philippe, Bruno Retailleau. Voilà qui aurait de l'allure. Écoutez, non, ça ne marche pas comme ça, la politique. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que ce sont les convictions, je pense que ce sont les idées. C'est le débat d'idées qui permet de faire une ligne et qui permet aux Français de croire ou de ne pas croire dans ce projet-là. On a compris que vous voulez récupérer vos chers électeurs perdus du côté du RN, mais il y a les autres, comme vous le disiez vous-même. Ceux et d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron. Voilà. Est-ce que à ceux-là, vous devez tendre la main, c'est-à-dire aussi à certains responsables de cette ancienne majorité,
notamment Édouard Philippe, notamment Gérald Darmanin. J'ai toujours pensé, quand on me parlait d'union des droites, que ça ne se fait pas par le haut. Ça ne se fait pas par le haut. Ça ne se fait pas par les appareils. À un moment donné, oui. Ça se fait par Bien. les électeurs. Ouais. En construisant un projet solide. Et c'est comme ça que, en adhérant, en faisant adhérer d'ailleurs un certain nombre d'électeurs dans les urnes, on peut gagner une élection. C'est entre nous ce que Nicolas Sarkozy avait dit et avait fait en 2007. Il avait réduit le Front National à l'époque et il avait élargi sa base. Moi, ce que je veux faire, comme me disait le général de Gaulle, c'est une politique précisément de la majorité nationale. C'est assez simple. On revalorise le travail, plus que les revenus de l'assistance. On fait une vraie école, une école méritocratique. Et en même temps, on fait échec à l'impossibilisme. C'est-à-dire qu'on fait des référendums, on donne l'occasion aux Français de se déterminer. C'est-à-dire qu'il faudra, pour faire échec à l'impossibilisme, modifier la Constitution pour que la souveraineté nationale puisse reprendre la main. Un dernier mot sur ce que vous inspire simplement ces lieux. On a fait cette émission ici, comme on l'avait fait il y a 6 mois. C'est des lieux chargés d'histoire, là, pour le meilleur et pour le pire. Il y a là les cellules qu'utilisait la Gestapo, là, pendant l'occupation, ici, juste à côté, la rue des Saussets. Il y a en entrant ici la galerie de tous vos prédécesseurs, ceux qui sont devenus présidents de la République, Mitterrand et quelques autres, ceux qui ont été échoués. La fragilité du monde. Hein. À chaque minute, il peut y avoir une bavure, un événement, surtout quand on est ministre de l'Intérieur. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça aurait pu me tétaniser. Et dans les premiers jours, les premières semaines, quand je recevais encore une fois ces nouvelles tellement inquiétantes, et toutes ne franchissent pas la surface médiatique. Vous avez sur le portable la liste, n'est-ce pas, de chaque, à peu près, délit important? Voilà. Et ça vous tombe dessus, matin, midi et soir, nuit et jour. Et ça peut paralyser. C'est ce que j'appelle la part ténébreuse. Et puis, il y a cette part lumineuse, il y a ces hommes et ces femmes, je les ai décrits, qui sont au ministère de l'Intérieur, ils ont une flamme intérieure, ils ont une foi. J'essaie de les mobiliser. Vous savez, dans la politique que j'essaie de mener, c'est que j'essaie constamment de rappeler leur sens, le sens de leur métier, parce qu'ils sont parfois découragés, parce qu'ils arrêtent un délinquant qu'ils retrouvent dans la rue quelques jours après goguenard, parce que les procédures sont tellement lourdes, il y a une bureaucratisation. Parfois, il y a la tentation du doute, il y a la tentation du découragement, et je leur parle pour dire qu'on est animé de la même foi, du même idéal français, et je sais qu'on va pouvoir déplacer les montagnes, parce que c'est la foi qui fait déplacer les montagnes. J'ai besoin de ces hommes et de ces femmes, et je sais qu'ils sont mobilisés. Un mot encore, vous parlez de la foi, il y a la loi sur la fin de vie. Je parlais de la foi républicaine, la foi en général, bien sûr. La foi à l'idéal français. La loi sur la fin de vie, vous y êtes opposé, pourquoi? Alors, le texte que j'ai découvert m'a stupéfié. Vraiment m'a stupéfié. Aujourd'hui, il y a un impératif, parce qu'on n'est pas égaux devant la mort. Il y a, selon la Cour des comptes, 400 Français qui meurent chaque jour et qui n'ont pas de soins palliatifs. Ça, c'est terrible. Mais le texte aujourd'hui est tellement permissif. Demain, ce que je crains, c'est qu'il soit beaucoup plus facile de demander la mort que d'avoir des soins. Et vous voyez, c'est un texte qui va cumuler aussi bien le suicide assisté que l'euthanasie. Or, dans tous les pays qui ont autorisé ce double choix, eh bien, c'est toujours l'euthanasie qui a écrasé le suicide assisté. Vous battrez contre ce texte? Mais je ne suis pas parlementaire. Bien sûr, mais vous et c'est une PPL. C'est une PPL. Mais ce texte, pour moi, voyez, il est terrible parce que c'est un texte d'abandon. À partir de ce texte, si par malheur il était demain voté, eh bien, au moment de votre mort, les uns ou les autres devront se poser cette question, non pas de tendre une main ou de demander une main secourable, mais de dire: suis-je un fardeau pour la société? Dois-je débarrasser le plancher parce que mes proches me soignent, etc. Et quand on voit que dans la dernière année d'une vie, le coût pour la santé, ce qui est normal, c'est plus de 35 000 euros. Ce que je crains demain, c'est que ces considérations matérielles, ces considérations économiques prennent le pas sur la dignité de la vie humaine. Oui, bien entendu, ce texte va dans de très mauvais sens. Ça n'est pas un texte de fraternité, c'est un texte d'abandon. Bruno Retailleau, merci beaucoup de cet entretien. Merci à vous.